Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, avec vous pendant 2 heures et on va parler de la 2e saison de Qui veut être mon associé. Ce soir sur M6, c'est la saison 2, présentée par Xavier Domergue et avec des entrepreneurs investisseurs. Ils sont plusieurs, on en a 2 avec nous ce matin. Éric Larchevêque, bonjour, vous êtes entrepreneur, votre société c'est Ledger, oui. C'est ça. Et Anthony Bourdon, Business Angel et Bourbon, j'ai dit Bourbon, pardon. Business Angel et vous êtes le patron de Feed. C'est comme ça que vous êtes devenu riche, on peut le dire comme ça. Feed, ce sont ces bars qu'on trouve aujourd'hui en grande surface partout qui permettent de se nourrir uniquement d'une barre protéinée. Enfin, Gilles, vous cherchez des recettes ? Non, je cherche pas des recettes. Gilles cherche des recettes. Je suis en train de caler la question du jour. Voilà, et Éric Larchevêque, vous êtes estimé, on dit que vous êtes la 350e fortune française. Il paraît, voilà. Vous confirmez ? Et vous avez, mais on va revenir sur vos parcours et sur l'émission de ce soir que nous on a eu la chance de pouvoir visionner en avant-première et qui tient ses promesses. Hein. On a des jeunes créateurs d'entreprises et vous êtes là pour les challenger et pour voir si vous allez, oui ou non, investir dans leur entreprise. Gilles, la question du jour, la question du jour, elle est liée évidemment à nos 2 invités. Est-ce que c'est le rôle de la télévision d'inciter à entreprendre et à encourager dans ce pays à avoir de l'entrepreneuriat? Eh bien, pour l'instant, c'est mitigé, mais on vient juste de mettre la question en ligne. Oui à 32%, non à 68%. On nous dit, j'ai pas vu l'émission, mais si ça peut permettre de lever des fonds pour la création d'entreprises, c'est une bonne chose et on pourra parler on parle assez peu de l'entreprise à la télévision. Je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être on peut en dire quelques mots. Il y a quelques magazines économiques. Oui, mais qui sont très... Oui, alors Capital, oui, c'est grand public, mais l'entreprise en tant que telle, c'est vrai qu'elle est un petit peu absente et on parle peu de l'entrepreneuriat, de l'investissement et c'est un sujet qui est effectivement absent. Oui, vous faites le même constat. En France, tout spécialement, mais aux États-Unis, au Canada, au Japon, il y a cette émission Shark Tank qui est l'émission originelle, qui fonctionne depuis 12-13 ans et c'était important que la France rattrape son retard et vienne inspirer des jeunes. Au final, l'entrepreneuriat, c'est un prétexte pour renvoyer de l'exemple et montrer qu'on peut prendre son destin en main, s'extraire de sa condition initiale et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est une véritable chance. Peut-être parce qu'en France, l'argent est tabou et de dire je vais gagner du pognon, c'est très mal vécu. Vous êtes content de gagner du pognon? Oui, mais c'est pas une fin en soi. On n'est plus dans les années 80 où les hommes d'affaires avaient des costards cravates. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est une mission de vie. Et la plupart du temps, l'entreprise est le prolongement de son histoire personnelle. Donc ça va bien plus loin que l'argent qui est un levier pour atteindre ses rêves. Et c'est ce qu'on essaie de montrer avec des jeunes et des moins jeunes qui veulent prendre leur destin en main, prendre leur envol. Et ça, il n'y a que l'entrepreneuriat qui permet de le faire. Alors Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, il est 20h52, il n'y a pas encore eu le cataclysme de la déclaration d'Emmanuel Macron. On est en début de soirée et Yannick Jadot est l'invité de Rutel Krief sur LCI. Il appelle alors à la vaccination, même ceux qui n'aiment pas Macron. Quand le président de la République s'exprime et qu'il vante, promeut la vaccination, ce sur quoi je suis 100% d'accord. Au fond, il y a des gens qui se disent je déteste Macron donc je me ferai pas vacciner. C'est un niveau d'aberration absolu. Et moi, je le dis à vos téléspectatrices, téléspectateurs, même si vous détestez Macron, faites-vous vacciner. Il s'en fout, Macron, de vous, en fait, la réalité. Faites-le pour vous, faites-le pour votre famille, faites-le pour la société. Pour les autres Français. Pour tous les Français. Il s'en fout de vous, il ne croyait pas si bien dire. 15 minutes plus tard, à 21h06 pile, Rutel Krief lui apprend cette déclaration d'Emmanuel Macron. Ils le découvrent ensemble. Il a une phrase, Emmanuel Macron, moi, je ne suis pas pour emmerder les Français, mais les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Voilà. Je suis dans les guillemets, je n'ai pas tout le contexte parce que c'est une citation. Vous vous rendez compte exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait de la vaccination un référendum pour ou contre Macron. Il en fait un plébiscite. Ça, c'est une faute politique. Quand vous avez des Françaises et des Français qui doutent, vous pensez qu'en les insultant, il va les convaincre de se faire vacciner? Alors, il faut voir tout le contexte de la phrase. Oui, mais c'est toujours ça. Il aime bien faire des petites formules, ça fait buzzer, et ça montre une fois de plus son mépris pour les Françaises et les Français. C'est du bon marketing?
Cette phrase. C'est de la politique. Ça fait parler de lui. Alors, je pense que le marketing, qui s'est fait parler de soi, c'est réussi. Oui. Mais il faut que le retour soit positif aussi. Il y a le bon et le mauvais marketing. Anthony Bourbon. Dans les startups, on dit qu'il n'y a pas de bad buzz, qu'il n'y a que du buzz. Donc à partir du moment où on arrive à faire parler de soi, c'est intéressant. Maintenant, d'un point de vue politique, ça fait longtemps que j'ai perdu tout espoir, moi, dans cette classe. Malheureusement, ils sont déconnectés du peuple, de la réalité. Et c'est pour ça qu'on se concentre sur l'entrepreneuriat, parce qu'on tend la main à des personnes qui sont pas écoutées, pas comprises. Et donc là, pour une fois, ils peuvent s'extraire, ils peuvent donner envie. Et c'est pour ça qu'on est concentré sur l'entrepreneuriat. Et je pense que Eric sera comme moi, la politique, c'est pas un truc qui nous intéresse trop. Oui. Mais est-ce que ça vous intéresse pas? Sauf que nous, on a souvent Sophie de Menton ici, qui est patronne donc d'un mouvement patronal, et elle dit que le gouvernement emmerde les entreprises. C'est pour reprendre le mot d'Emmanuel Macron. Je pense que ça a bien évolué quand même. Il y a peut-être 20 ans, c'était le cas, mais aujourd'hui, entreprendre en France est quand même beaucoup plus facile. Le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour justement reconnaître l'importance des entrepreneurs, de ces multitudes de gens qui viennent venir faire un tissu économique extrêmement fort et important pour développer justement le pays. Alors Gilles, on continue. Évidemment, ça s'est emballé très très vite. Du coup, c'est News, c'est mis en édition spéciale, vous pensez. Le premier à intervenir bien avant les politiques, c'est Jean Messia. Il réagit à cette mise de côté pour lui de certains Français. Ces propos relèvent de la folie furieuse pour un président qui est censé être un président de tous les Français. Déjà, il en exclut plusieurs millions. Le scoop, c'est que les non-vaccinés emmerdent aussi le président de la République. Donc on va s'emmerder jusqu'à quand comme ça, de part et d'autre. C'est un président qui stigmatise, qui attise la haine. On n'est pas en train de parler de 2 ou 3 Pékins. On est en train de parler de millions et de millions de Français. Ce président qui nous avait dit dans une interview chez vos confrères mi-décembre qu'il avait appris de la présidence qu'il y a des choses qu'il ne dirait plus. Alors Valérie, cette sortie n'est pas sans rappeler une autre sortie, celle du président canadien Justin Trudeau, qui avait lui aussi stigmatisé les anti-vaccins dans une émission il y a 12 jours. Je vous ai ressorti l'interview. Oui, on va s'en sortir de cette pandémie par la vaccination. Puis on en connaît tous des gens qui sont en train d'hésiter un petit peu. On va continuer d'essayer de les convaincre. Mais il y a aussi des gens qui sont farouchement opposés à la vaccination. Qui sont extrémistes. Qui croient pas dans la science, qui sont souvent misogynes, souvent racistes aussi. C'est un petit groupe, mais qui prend de la place. Et là, il faut faire un choix en tant que leader, en tant que pays. Est-ce qu'on tolère ces gens-là ou est-ce qu'on dit, voyons, c'est pas ces gens-là qui vont nous bloquer maintenant? Est-ce qu'on tolère ces gens-là et qu'ils soient racistes et misogynes? Ça fait un tollé au Canada. Et pour finir, Valérie, la réalité, évidemment, tout ça, c'est sur le terrain de la politique. Mais dans la vraie vie, eh bien, les pharmaciens, eux, sur le terrain, sont épuisés, comme le constatait CNews. Le téléphone sonne tout le temps. Voilà, le téléphone sonne tout le temps. C'est extrêmement pénible. Le soir, on l'entend sonner encore dans notre tête. Bonjour, est-ce que je peux faire un test? Bonjour, est-ce que je peux faire un vaccin? Bonjour, vous êtes sûr? Et à quelle heure est-ce que je peux prendre rendez-vous? C'est horrible. On est sur les nerfs, épuisés. Ça m'arrive de fondre en larmes d'un coup, comme ça. On ne peut plus gérer, quoi. L'émotion est assez forte. Elle est là, la réalité aussi du terrain. C'est dans cet avoué. On va évidemment revenir sur tous ces sujets. Donc ce soir, deuxième saison de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Vous êtes le nouveau casting, si je puis dire. Alors on va toujours retrouver Marc Simoncini qui est évidemment là. Mais vous, Éric Larchevêque, et vous, Anthony Bourbon, vous êtes... C'est sa deuxième saison. C'est ma deuxième saison. J'étais là aussi l'année dernière. Alors, vous étiez là. Alors, avec plaisir. J'ai dit une bêtise. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment vous avez été recrutés et l'un et l'autre? Alors peut-être vous, c'est plus... c'était l'année dernière? C'était l'année dernière. Moi, j'ai mis un peu le pied dans la porte parce que l'année dernière, j'étais pas du tout... Enfin, c'était il y a 2 ans ou 3 ans en fait. Parce que la première émission, c'était il y a 2 ans. J'ai mis un peu le pied dans la porte parce que j'étais pas du tout connu ni sur la liste challenge dont vous avez parlé tout à l'heure. Mais je connaissais l'émission et c'est quelque chose qui me plaisait. Je voyais là l'opportunité de pouvoir parler de l'entrepreneuriat. Pour moi, c'était important. Donc je me suis un peu présenté comme ça. Et puis après, au
fur et à mesure, ils ont décidé de me garder. D'accord. Et vous, comment ça s'est passé? Puis racontez-nous un petit peu votre parcours. Tony Bourbon, bon oui, c'est pour ça, je pense aussi que vous avez été choisi, parce qu'un parcours assez atypique. Oui, parcours atypique. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait des grandes écoles, qui sont aidés par leur famille. Et du coup, moi, j'essaie de renvoyer un petit peu l'ascenseur aux jeunes qui sont défavorisés, qui viennent d'en bas, en leur montrant que même si ce sera plus compliqué pour eux, ça reste possible. Et du coup, je pense que M6 cherchait ce genre de profil un petit peu différent, plus jeune, pour pouvoir parler à différents publics. Et j'ai été très bien accueilli par les piliers de l'émission. Ouais. Et franchement, ça s'est fait un peu chauffé entre vous. Hein. Ouais, mais vous avez du caractère. Vous allez être celui qui est un peu le poil à gratter. Il en faut toujours un qui est un peu embêtant, mais au final, c'est bienveillant et c'est dans une bonne ambiance. Je parle sous le contrôle d'Éric, mais il n'y a pas de tension ou de regret, de remords d'un côté comme de l'autre. On s'entend tous très bien. On s'entend bien et c'est aussi ce qu'on attend d'une émission. C'est de l'authenticité, c'est du clash parfois quand c'est nécessaire, parce qu'on est 5 personnes différentes avec des sensibilités différentes. Et sur certains dossiers, c'est vrai qu'il y avait des avis divergents, mais c'est important de les exprimer et de pas être dans la facilité, de dire amène à tout. Ça reste du business, donc c'est pas parce que quelqu'un a une vie difficile ou parce que il a envie de réussir qu'il faut tout accepter et lui faire croire que ça va être facile. L'entrepreneuriat, c'est compliqué et on est aussi là pour montrer cette réalité. Oui, vous êtes parfois assez dur. Mathilde nous dit, j'ai trouvé, alors parce que c'est vrai que l'émission était accessible sur les plateformes, j'ai trouvé dans l'émission qu'ils essayent de mettre la France à l'honneur, tous ceux qui ont participé, circuit court, fabrication. Et alors effectivement, on va voir, on va pas spoiler encore une fois parce qu'il faut les découvrir et c'est aussi le sel de l'émission de découvrir ces créateurs. Quand celui qui présente le kit dentaire dit que c'est fait en Chine, bah ça passe pas quoi. Ouais, ça jette un froid tout de suite. Ça jette un froid, ouais. Donc ça fait partie aussi de aujourd'hui chez les jeunes entrepreneurs de cette préoccupation. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui c'est important de pouvoir créer de la valeur en France et nous investisseurs on y attache de l'importance. Alors évidemment ça ne veut pas dire qu'on investit que sur des personnes qui font des choses en France, que c'est pas toujours possible. Oui, pas toujours possible. Mais ce sont des critères qui aujourd'hui sont vraiment indispensables. Moi je voulais alors, pour pas trop spoiler, mais on va quand même un peu dire un truc à nos auditeurs. Il y a un moment un monsieur qui arrive et qui dit qu'il a une caverne au trésor avec 1 million de livres. Et il dit si vous m'achetez une telle somme, je vais pouvoir éditer, investir, je vais pouvoir faire le tri dans ces livres, on va pouvoir les vendre et il a besoin d'investissement pour justement faire le tri dans tous ces livres. Et puis là vous avez 2 réactions différentes et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que vous dites je veux pas investir alors que je connais pas les livres, c'est comme une pochette surprise. Comme une pochette surprise. Et vous êtes intéressé et vous êtes intéressé peut-être à y aller. Et donc dans ce cas-là, je me dis qui est le meilleur investisseur, puisqu'il y en a un qui y va et l'autre qui va pas. Donc il y en a forcément un qui a raison et l'autre pas. Et est-ce que vous pensez que vous avez eu tort on va dire que vous y allez pas, mais comment on réagit, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'émission. Oui, c'est le principe aussi, c'est d'avoir 5 qui a la bonne idée différents. Et qui est le bon. Parce que moi, quand j'ai eu le programme, je me suis dit mais pourquoi il y va pas? Chacun a une sensibilité différente et je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais investisseurs. Chacun se concentre sur ses spécificités, sur ses forces. Il y a des dossiers où je vais vraiment pouvoir apporter du soutien, plus qu'Éric. Et à l'inverse, Éric, qui est spécialisé dans le hardware ou d'autres sujets, va vraiment avoir une force de conviction, une force de frappe qui sera plus forte que la mienne. Donc évidemment, à la fin, on verra si le projet ramène de l'argent, parce que c'est quand même l'objectif d'un business angel, d'un investisseur. Pour autant, parfois, il y a aussi des investissements qui se font sur l'humain, sur un coup de cœur, qui sont moins rationnels et il n'y a pas, encore une fois, de bon ou mauvais choix. Et si Éric prend du plaisir en accompagnant ces personnes, grand bien lui fasse. Et c'est ce qui est génial, c'est qu'on est aussi là pour vivre des aventures humaines. La question que je me pose toujours avant d'investir, c'est est-ce que je vais passer du bon temps avec cet entrepreneur? Est-ce que je vais aimer prendre des cafés avec lui, parler avec lui? Parce qu'au final, c'est une aventure qui va durer 2-3 ans et l'humain, les valeurs, l'envie de se dépasser, c'est ce qui nous intéresse. Beaucoup d'argent dans le programme.
programme. Vous êtes un qui de plus dit il faut que ça gagne. Moi, je m'en fiche des bons sentiments. Je m'en fiche que votre truc soit joli. C'est vrai. Mais c'est vrai. Non, mais c'est important. Il faut être franc, direct. Il faut pas croire que le monde est gentil. On n'est pas chez les bisounours. Il faut gagner de l'argent et c'est en gagnant de l'argent qu'on peut aider d'autres projets. Donc on n'est pas là pour faire du bénévolat. C'est pas du caritatif. Moi, j'ai une fondation qui s'appelle Feedback où on donne beaucoup d'argent à des projets. Là-dessus, je cherche pas à gagner de l'argent. Mais par contre, quand je suis en tant qu'investisseur et que je mets mon argent que j'ai difficilement gagné parce que je viens de tout en bas, j'attends du rendement. Mais ça veut pas dire que je suis pas humain. Je suis là pour expliquer aux entrepreneurs qui doivent rêver grand, qui doivent avoir de l'ambition. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de belles choses de sa vie. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? C'est peut-être une question difficile. Est-ce qu'on a ça en soi? Enfin, vous, alors peut-être qu'on va donner la parole à Eric. Vous avez commencé en montant une société dans l'internet au tout début. D'internet, de rencontres. Donc c'était. Moi, j'ai toujours voulu être entrepreneur. Donc je sais pas si on est ou si on le devient. Je pense que peu importe. À un moment, si on a envie d'être entrepreneur, on ressent ce besoin, il faut y aller. Et dans l'émission, on voit bien que ce sont des personnes avec des profils différents, qui peuvent commencer très jeunes, qui peuvent commencer sur le tard. Donc on peut se révéler entrepreneur à tout moment. Ça, il n'y a pas de règle. Et c'est comme les investissements, il n'y a pas de règle non plus. Et du reste, il faut savoir qu'on découvre les projets vraiment lorsqu'on les voit dans l'émission. On n'a pas de dossier avant, on ne sait rien. Et on va écouter l'entrepreneur qui va raconter son histoire. Et en fait, jusqu'au dernier moment, on ne sait même pas si on va investir ou pas. Des fois, on doit prendre la décision comme ça en une seconde sur des critères finalement qui sont assez... Tout se fait en temps réel. C'est-à-dire ce qu'on se voit à l'antenne, c'est le temps réel. C'est la vérité. Oui, vous n'avez pas un petit dossier avec l'argent qu'ils ont fait? Il n'y a pas de dossier, il n'y a rien du tout. Alors évidemment, c'est monté. Si la séquence dure 10 minutes, elle va peut-être durer 1 heure. Mais c'est dans ce temps-là, ça se fait en temps réel. On prend la décision d'investir ou pas. Et il n'y a absolument aucune aide extérieure. On doit vraiment faire appel à son instinct, à ses tripes. Et c'est difficile? C'est difficile parce qu'on va quand même mettre de l'argent, beaucoup d'argent. C'est pas juste un jugement gratuit. Quand on dit, voilà, je vais investir 500 000 euros, mais vous vous rendez compte en 1 heure. Et c'est ça aussi la magie de l'émission, parce que ça se passe pas toujours comme ça dans la réalité. Pour que nos auditeurs se rendent compte, Valérie, j'ai la bande-annonce du programme qui va transmettre ce que vous venez de dire. Le risque que tu perds tout ton pognon, il est énorme. Et le risque du coup que tu perds tout mon pognon, il est aussi énorme. Qui veut être mon associé revient pour une nouvelle saison. Alors là, c'est inédit, j'adore l'idée. Des chefs d'entreprise prêts à investir leur propre argent. Cette saison 2, elle est importante pour moi parce qu'après l'année qu'on vient de vivre, il est important de rebondir. Face à eux, de jeunes entrepreneurs venus défendre le projet de leur vie. Nous avons créé une nouvelle marque de cosmétiques solide, zéro déchet. Notre mission, c'est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça devrait laisser personne indifférent. Je suis venue vous demander 300 000 euros contre 5% de mon entreprise. Tu défends super bien ta cause. C'est l'histoire de votre vie. Ouais, je pense que c'est là. Moi, je suis prêt à vous accompagner, à vous aider. C'est le plus gros deal qui ait jamais vu dans cette émission. Mercredi 5 janvier, Qui veut être mon associé? Nouvelle saison sur M6. C'est assez addictif, parce qu'on regarde, on a envie de savoir, et puis il y a des profils complètement dingues, avec des inventions complètement dingues. Encore une fois, on ne va pas divulgacher, non pas spoiler. Il y a un jeune couple qui a vendu sa maison pour monter son entreprise. Et je trouve qu'on voit la sincérité, en tout cas dans votre regard, que vous êtes attentif et que vous ne faites pas semblant. En plus, vous n'êtes pas comédien, mais en tout cas que vous êtes très très attentif et que vous notez, vous écoutez. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ces émissions? Il y en a 6. Il y a des entreprises qui vous ont bluffé? Pépi, vous en parlez, c'est le couple qui a vendu sa maison, ce sont des infirmiers qui ont voulu voyager autour du monde et ramener des recettes pour les faire découvrir aux Français. Et c'est touchant quand ils en parlent parce que c'est des gens qui viennent d'en bas, qui ont une histoire compliquée, qui se sont sacrifiés. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est prendre des risques et faire des compromis. On voit souvent le côté idyllique parce que les gens ont gagné de l'argent, ils en parlent sur les radios, à la télé. Mais la réalité, c'est que derrière, il y a des compromis. On va plus au restaurant, on va pas faire la fête, on part pas en vacances, on bosse soir et week-end. Et c'est intéressant d'avoir ces émissions qui viennent raconter que c'est comme ça que ça se passe et qu'il ne faut pas s'emballer et croire que ça va être facile. Ça veut dire que les banques n'investissent plus ?
Les banques n'investissent pas dans les startups parce qu'il n'y a pas de bilan, c'est trop jeune, il n'y a pas encore de résultats. Donc si on veut pouvoir réussir, il faut lever de l'argent auprès d'investisseurs. Et heureusement, maintenant, il y a une génération qui est déjà passée et qui a de l'expérience, qui a vécu ses échecs et qui va comprendre la réalité du business au quotidien. Et c'est génial de voir ce cercle vertueux. Plus tu gagnes d'argent, plus tu peux en distribuer. Et c'est pour ça que la plupart des entrepreneurs renvoient l'ascenseur, encore une fois, pour créer de nouvelles générations. Ouais. On peut investir dans tout parce qu'il y a eu 2 tabous dans l'émission, une dans l'émission 2 et dans l'émission 3. Il faudra que nos auditeurs regardent. Un sur la mort, quelqu'un qui a inventé un petit code qu'on met, vous découvrirez ça dans l'émission. Et ça vous a fait peur à tous sauf à vous. Moi, j'aime bien les sujets clivants et je pense que quand il y a des gros monopoles, et c'est le cas de la mort, l'enterrement, c'est qu'il y a du gros business à faire. Donc, et ça ne vous gêne pas de faire de l'argent avec la mort? Non, parce qu'au final, il y a des personnes... Ça correspond à un besoin. Oui, c'est un besoin. Donc moi, je suis pas là pour juger et faire ce qu'on appelle l'ethnocentrisme, me baser sur ce que j'ai envie de consommer. Il y a plein de boîtes, moi, où je suis pas consommateur, je n'achète pas leurs produits, mais je sais qu'elles répondent à un besoin. Et donc, je suis pas là pour juger, je suis simplement là pour aider des solutions à venir sur le marché. Et que ce soit la mort, la naissance, peu importe. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. L'entrepreneur est très talentueux. Je peux pas en dire plus, mais il est vraiment très bon. Et je suis impatient qu'il démontre à l'ensemble des téléspectateurs qu'on a bien fait peut-être de croire en lui. Oui, Éric Larchevêque, vous êtes souvent sollicité par des jeunes. Comment vous pour donner des conseils, pour investir? Oui, tout à fait. Avec la notoriété de l'émission en plus, c'est vrai que ça nous expose. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes qui veulent avoir des conseils. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent surtout des conseils, alors plus que de l'investissement. Alors évidemment, l'investissement, c'est quelque chose d'important, mais souvent, le fait de passer 20 minutes, 30 minutes avec quelqu'un, de répondre à ses questions, de lui expliquer des choses, ça va lui permettre d'accélérer. Et c'est ça le rôle qu'on peut jouer avec toute l'expérience qu'on a, c'est de pouvoir passer du temps et effectivement leur expliquer un petit peu la feuille de route. Juste une question sur l'investissement. C'est bien d'aider, enfin de vouloir être aidé, mais en même temps, vous êtes moins libre quand vous avez un investisseur. Oui, alors c'est vrai que faire rentrer quelqu'un au capital, c'est plus être tout seul, mais c'est aussi quelqu'un qui peut aider. Et le rôle du business angel, c'est vraiment, au-delà de l'investissement, de pouvoir donner du conseil et d'être présent tout au long de la vie de l'entreprise, et ça peut durer plusieurs années. Et c'est aussi quelque chose que les entrepreneurs viennent chercher. Je pense qu'ils veulent, au-delà de l'argent, ils veulent du conseil, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans l'émission. Puisque vous êtes un des anciens, que sont devenues les sociétés ou les entreprises sur lesquelles vous avez pris des parts dans la première saison? Ça a marché? Alors ça, oui. Il y a eu des bons investissements. J'en ai fait 6. Alors il faut savoir qu'on a eu le Covid, donc qui a eu impacté tout le monde. Mais par exemple, les Tontons Afro qui avaient ouvert un restaurant, ils ont dû fermer juste après l'ouverture à cause du Covid. Mais ils ont ouvert leur premier restaurant à Lille et ça fonctionne bien. Et là, l'idée, c'est d'en ouvrir plein d'autres en France. Les masques Air Pur, leur plus gros problème, c'était que les gens voulaient pas mettre de masque parce qu'ils avaient l'air idiots. Bah là, avec le Covid, ça a complètement fait sauter ce problème-là. Ils se sont développés de manière très importante. Et puis, il y en a d'autres qui ont eu plus de difficultés avec le Covid, qui ont ralenti, mais ils sont toujours là. Il n'y a pas eu de casse. Les entrepreneurs sont là, ça continue. Est-ce que vous avez perdu de l'argent sur cette première saison? Non, pas du tout. Vous en avez gagné? Alors non, parce qu'en fait, on en gagne quand on va vendre. En fait, quand une entreprise va être vendue, et là, on va pouvoir retrouver une partie du capital. Des bénéfices. Oui, mais là, c'est encore trop tôt pour ce type d'entreprise. Donc, et du reste, même si une entreprise fonctionne très bien, comme Air Pur, elle va réinvestir tout ce qu'elle a pour justement continuer son développement. Ouais. Aujourd'hui, votre entreprise, elle se porte bien, Tony Bourbon? Oui, ça a été compliqué avec le Covid et il a fallu se réinventer parce qu'au final, Feed, c'est un repas complet dans une barre, même si aujourd'hui on fait du snacking fonctionnel. Et forcément, les gens avaient plus de temps pendant le Covid pour cuisiner. Ils n'allaient pas à la salle de sport. Donc, c'était pas un moment facile, mais on a lancé une nouvelle gamme, donc du coup de snacking fonctionnel pour tous les moments de la journée, des barres de protéines, des barres pour le réveil. Et sans sucre, vegan, sans gluten, sans lactose, sans sucre. On essaie de faire un cahier des charges qui fait du sens. Encore une fois, c'est ce que recherchent les consommateurs. Ils ne veulent pas simplement acheter un produit, ils veulent acheter une histoire, ils veulent acheter une aventure. Et du coup, ils n'achètent pas juste pour consommer, ils achètent pour rejoindre un mouvement, quasiment comme s'ils votaient. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à communiquer sur les réseaux sociaux, parler de son histoire au quotidien, raconter ses forces, mais aussi ses faiblesses, les moments difficiles.
Parce que vous avez été obligé, de vous adapter, évidemment. Le contexte Covid a bouleversé, vous l'évoquiez, Éric Larchevêque aussi, un certain nombre eu des conséquences importantes sur un grand nombre d'entreprises. Et puis je vous conseille l'épisode 3, Valérie. Le dernier objet de l'épisode 3, c'est un vibromasseur. Alors, ça vous a... Non mais c'est vrai. On a été surpris parce qu'effectivement, on ne savait pas si c'était un des tabous effectivement qui allaient apparaître, parce que l'industrie business en fait du X, du sexe, etc. C'est une industrie qui est florissante, qui a même défriché souvent Internet, distribution vidéo, etc. Donc voilà, on a vu effectivement un dossier. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que justement, on va voir que la personne, au lieu, a plutôt essayé de vendre son objet, alors que son vrai discours c'était la masturbation féminine, et que vous avez regretté qu'elle n'ait pas été sur ce sujet-là, qui était plus vendeur. Ça veut dire qu'en France, on n'apprend pas à vendre ou à savoir se vendre? On n'est pas des très bons vendeurs, on a du retard en tout cas sur les Américains, et vous l'avez très bien dit, il ne faut pas vendre le produit, mais ce qu'il y a derrière, est-ce que ça offre? Quand Apple vend son premier, comment ça s'appelait, avec la musique à l'intérieur, iPod. Il ne disait pas vous avez un disque dur de 256 gigas, il disait vous avez 1000 musiques dans la poche. Voilà, et donc du coup on vend la finalité, et c'est vrai que sur ce dossier en l'occurrence, on ne parlait que du produit, alors qu'il y avait un message bien plus fort à porter, c'était la libération de la femme, la possibilité de découvrir son corps, etc. Et si elle avait orienté dans cet axe-là, ça aurait été beaucoup plus porteur, mais c'est aussi notre rôle de lui expliquer pour que lors de son prochain pitch, elle puisse l'adapter. C'est ça, parce que c'est important le pitch, on le voit quand c'est mal raconté ou que ça bloque sur une question. Dans le premier épisode, on va voir, il y a une question sur la marge et où ils sont complètement désarçonnés. Donc c'est très très intéressant. Alors on va citer évidemment, vous êtes aux côtés, je l'ai dit, de Marc Simoncini, qui était le fondateur de Mythique. Il y a également Sophie Méchali, la fondatrice de Paul & Joe, la marque de mode. Jean-Pierre Nadir, Fairmove.fr, qui est un personnage très très fort en tempérament, qui a été fondateur du premier portail de voyage dédié au tourisme responsable. Isabelle Veil, qui est une femme d'affaires. Delphine André, je crois que du groupe Charles André, donc je crois que j'ai oublié personne. Et donc c'est addictif, et en tout cas, je pense que beaucoup de gens pourront prendre des conseils. Je voyais dans le dossier de presse, 36% des étudiants déclarent vouloir créer leur entreprise en 2021, et 60% des jeunes envisagent de se mettre à leur compte, de reprendre ou de créer une entreprise. Donc il y a des conseils à écouter et à prendre ce soir sur M6. Qui veut être mon associé, saison 2, Éric Larchevêque et Anthony Bourbon. Merci d'être venus ce matin sur Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.